Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'Affranchi. J'espère que vous portez bien les gars. Parce que après, avec ces séismes que nous sommes en train de vivre au niveau des marchés, je suppose que beaucoup de vous avez peur, ok? Et je le ressens à travers les échanges que nous avons dans notre groupe WhatsApp. Je ressens la peur, la panique, l'incertitude, les inquiétudes. Et c'est bien les gars, parce que c'est ça qui forge la psychologie de l'investisseur. Ce qui est important en ce moment, c'est what are you going to do? Hein? What's the next step? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Certains, certainement, sont en train de vendre. Certains sont en train de sortir du marché. Certains sont en train de vendre, anticiper le bottom pour pouvoir rentrer. Certains ont peut-être capitulé. Certains veulent abandonner. Certains achètent davantage. Par exemple, comme mon ami Mathieu, bon, avec qui on investit depuis longtemps, lui, les gars, il achète davantage. Il y a environ 2-3 mois, il a vendu certains de ses immobiliers pour se préparer pour ses crashs. Il a anticipé qu'il devait avoir un crash avant la remontée du cours. OK? Je vais vous montrer cet échange. Il est présentement aux États-Unis. Il m'a envoyé le tweet hier. On a échangé. Il m'a envoyé le message hier où le gars, lui, il anticipe, il achète davantage, les gars. Donc, ça dépend de la psychologie de tous les investisseurs. J'ai pris un screenshot de ces chats pour vous montrer un instant. Juste pour vous montrer ce qu'on appelle la conviction. Ça, c'est une information privée, c'est un échange privé, mais je vous le montre pour vous montrer ce que c'est la conviction, comment réussir dans cet environnement-ci. Un instant, je vais trouver le truc que je vais partager. Bon, voici le test que j'ai reçu hier. En quelque sorte, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il voit beaucoup de pertes et de destructions sur le marché et il prie davantage que le marché aille vers la baisse. Et il dit qu'il a vendu certains de ses immobiliers, de ses real assets, juste pour se préparer pour cet événement-ci, parce qu'il veut acheter davantage, les gars. Donc, c'est ce qu'on appelle la conviction. Quand il parle de conviction, c'est ça qu'on appelle de la conviction. Si vous voulez réussir dans cet environnement-ci, si vous voulez écrire multimillionnaire dans cet environnement-ci, c'est ce genre de mindset qu'il faut avoir. Il faut croire en vous, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan. Il faut exécuter par rapport au plan. Et le gars a toujours exécuté par rapport au plan, les gars. Ça, c'est mon pote, c'est un multimillionnaire grâce au crypto. OK? C'est un exemple à suivre. OK? C'est vrai que je voulais partager ce texte avec vous, juste pour ce message avec vous, juste pour que vous compreniez que pour s'enrichir, il faut être discipliné. C'est tout. Il faut être discipliné. Il faut profiter des baisses comme en ce moment. Cette baisse vous donne l'opportunité d'entrer dans des actifs que vous n'avez pas pu le faire. Et je peux vous dire, ça, c'est pas un conseil financier, que après cette baisse, c'est Uranus. Et je vais vous démontrer pourquoi. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé en 2020 et ce qui se passe en ce moment. Et ces crashs sont importants. Pourquoi? Ces crashs, ça donne l'opportunité de créer de la liquidité. Je vous ai dit, les gars, depuis que vous me suivez, que tant qu'il n'y a pas de liquidité, tant qu'il n'y a pas de la liquidité sur le marché, quel que soit le prix des actifs, le prix ne peut pas monter parce que les gens n'ont pas les moyens pour acheter. Et pour créer de la liquidité, il faut que la Fed baisse les taux directeurs. Il faut que les banques baissent les taux d'intérêt. Il faut que le gouvernement américain crée le stimulus. Pour qu'il crée le stimulus, il faut qu'il y ait une catastrophe sur le marché. Et voilà la catastrophe qui se passe en ce moment. Par exemple, aux États-Unis, le taux de chômage ne fait qu'augmenter. On parle déjà des récessions aux États-Unis. OK? Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment porte parce qu'ils n'ont pas les moyens pour créer de la richesse. Parce que l'accès au crédit est devenu difficile. Ils n'ont pas des sous pour créer de l'emploi. Donc, le taux de chômage ne fait qu'augmenter aux États-Unis. Je vais montrer un graphe ici. OK? Il n'y a pas que ça. Je vais vous parler aussi de la géopolitique. Je vais parler de la macroéconomie. Je vais toucher tous ces éléments-là pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Il fallait qu'il y ait ce truc-ci, quoi. Il fallait qu'il y ait ces crashs. Il fallait qu'il y ait un événement majeur, un peu comme ce qui s'est passé en 2020 avec le Covid, pour créer le stimulus. Il y aura stimulus. Et au moment où il y a stimulus, c'est là que le bull market va exploser. OK? Certaines personnes pensent que non, il n'y a pas que le marché des crypto-monnaies qui est affecté. Je vais vous montrer, je vais commencer à parler de certains graphes. Un instant, les gars. Je vais trouver certains graphes que je vais partager. Bon, je suis sur
sur TradingView, voici le stock heatmap. OK, ça c'est mon accord du TradingView. Voici le stock heatmap. Vous voyez, Apple, moins 4%. Vous voyez comme le marché américain est rouge. OK, ça c'est le marché américain, S&P 500 Index. Vous voyez que tous les marchés sont rouges. OK, et on va aller regarder au niveau des liquidations. Coindex, CoinGlass, pardon. Vous voyez, pendant les dernières 24 heures, il y a plus de 1000 millions de dollars, 1 milliard, 221 milliards, 1 milliard 221 millions de dollars de liquidation. OK? En moins de 24 heures. Et la majorité des personnes qui ont été liquidées, c'était les longs, parce que les longs anticipaient que le marché devait revivre une correction et aller vers la hausse. Mais ce qui ne s'est pas passé, ils ont été liquidés. Donc, les gens ont toujours l'espérance que le marché va aller vers la hausse. Mais au niveau du timing, c'est le timing qui pose problème. Il faut savoir quand timer. Et c'est pour ça que c'est bien de cost average in. Vous achetez un peu, vous achetez un peu, ça peut, vous achetez un peu, vous achetez un peu. C'est difficile de timer le marché, les gars. C'est le marché qui connaît le marché. Personne d'autre, que ce soit l'analyse technique, la macroéconomie, tous ces analystes-là, c'est Chrome. OK? Et la majorité des personnes qui se font avoir là maintenant sont les spécialistes de trading. Ils ont perdu quoi? 1000 milliards de dollars à moins de 24 heures dans les crédits. OK? Il n'y a pas que ça. Nous allons jeter aussi un coup d'œil au niveau. On va check les prix rapidement et on va avancer au niveau de l'analyse macroéconomique. Je vais vous expliquer pourquoi le marché crash et ce qu'il faut anticiper dans les prochains jours. OK? Allons sur CoinGecko. Au niveau de CoinGecko, comme vous voyez, on s'approche inéluctablement de 15 000 projets actifs sur CoinGecko où il y a des ventes et des achats. Et comme je vous le dis le plus souvent, les gars, ce sont des arnaques. Faites attention, 95%, 99% de ces projets sont des arnaques. Au niveau de la captation totale des cryptos actifs, vous voyez, on a perdu 500 milliards de dollars, les gars. 500 milliards de dollars a disparu des marchés en moins de 4 jours. Les gens ont paniqué, ils ont vendu, ils sont sortis du marché. C'est exactement ce qui s'est passé. OK? Au niveau de la dominance du Bitcoin, ça a pris un peu plus de valeur parce que les gens se réfugient un peu plus de Bitcoin et aussi la raison pour laquelle le Bitcoin prend de la valeur parce que les shitcoins et les altcoins perdent plus quand il y a un crash. OK? C'est pour ça que vous voyez la dominance du Bitcoin et d'Ethereum un peu plus élevée que d'habitude. Au niveau des pertes, allons regarder un peu les cryptos actifs qui étaient vraiment affectés. Bon, pendant les 7 derniers jours, le Bitcoin a perdu presque 20% de sa valeur. 20% de sa valeur, c'est beaucoup, les gars. OK? On s'approchait de 70 000, maintenant à 54 687. Ça arrive, c'est le marché. OK? Ethereum a été aussi affecté avec presque 25% de perte de sa valeur. Maintenant, dans les derniers 7 jours, quels sont les cryptos actifs qui ont vraiment été impactés? Dog2Hack, 44,2%. C'est ce que je veux dire, les gars. Quand il y a un crash et quand on va vers le bear market, et je le dis et j'insiste, il est souvent difficile, il est vraiment difficile de contrôler le prix des shitcoins. Regardez donc with 44,2%, PP 37,4%, Bread 36,7%. OK? Les shitcoins seront davantage affectés pendant le bear market. C'est pour ça que quand je vous dis, les gars, quand vous investissez sur ces cryptos, il faut faire extrêmement attention. Il faut être très actif, contrôler les prix, contrôler les charts, faire l'analyse technique et tout, lire les informations. Ce sont des projets à haut risque. OK? Maintenant, on va aller sur Crypto Bubble, voir un peu visuellement comment le marché se présente. On va d'abord aller dans les top 100. La dernière semaine, vous voyez des projets à Notcoin, 27% de pertes, Bitcoin, moins 20% de pertes, Mancra, moins 13% de pertes, Bon, moins 33% de pertes, PP, 40% de pertes, BIM, 37% de pertes. Vous voyez, vous allez au Dog2Hack, 45,3% de pertes en une semaine, Floki, 35,7%. Il y a un ami qui investit sur Floki massivement, qui se vante dans le chat. Je vois que ces actifs ont perdu presque 36% de leur valeur. J'espère qu'il est toujours motivé par rapport à ces investissements-là.
Donc, les gars, c'est comme ça que le marché se présente. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir, Christian, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette baisse sur le marché? OK? Pourquoi cette baisse sur le marché? Bon, je vais essayer de simplifier l'explication. OK? Il faut d'abord comprendre qu'il y a une certaine corrélation entre les marchés globalement. OK? Et on vit dans un marché global. Si le marché chinois a des difficultés, le marché américain va le ressentir. Si le marché japonais a des difficultés, le marché chinois va le ressentir. Parce que nous vivons dans ce qu'on appelle un village planétaire au niveau des investissements. Les personnes investissent de la Chine sur des actifs américains. OK, c'est le cas vice-versa. Donc, on est dans un monde global où on essaie de se partager les richesses, où on essaie de saisir les opportunités, quel que soit le pays. OK? Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller chronologiquement. OK? Ce qui se passe, c'est que aux États-Unis, il y a déjà des signes d'une baisse économique. Certains parlent il y a des récessions. Et les données sur le taux de chômage ne font qu'augmenter. Donc, ça veut dire que les États-Unis créent davantage moins d'emplois qu'anticipé. OK? Donc, le taux de chômage, il pensait passer à 3, c'est quoi, c'est 3,8%. Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de retrouver le chat. Je l'ai quelque part. Le taux de chômage, il faut que je retrouve le chat, les gars, un instant. Comme vous pouvez le voir, aux États-Unis, par exemple, OK, de 2018 à 2024, le taux de chômage a toujours été inférieur à 3%, à 4%, OK, avec quelques exceptions, presque 4%, OK, et surtout avec l'exception du Covid. Pendant le Covid, bon, beaucoup d'entreprises ont fermé. Il était recommandé aux individus de travailler depuis la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ça que c'est une période exceptionnelle parce qu'il y avait un cas exceptionnel qu'on appelle, un événement exceptionnel qu'on appelle le Covid. OK? Donc, après qu'il y a eu cette gestion du Covid avec le stimulus et autres, vous avez constaté que les gens sont rentrés au boulot, il y a eu la récréation de l'emploi et le taux de chômage aux États-Unis navigue toujours à moins de 4%. Et subitement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le taux de chômage depuis novembre, décembre, février, vous voyez, le taux de chômage fait qu'augmenter. Ça commence à prendre un upward trend, une tendance vers la hausse, OK? Et ça commence à envoyer un signal négatif à la Fed. Et la Fed est sortie récemment pendant le FOMC aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'économie américaine commence à présenter un certain essoufflement et ils anticipent baisser les taux directeurs. Et les gens anticipent que la Fed va commencer à baisser les taux directeurs en septembre. OK? Donc, c'est d'après les prédictions, je vais trouver la page rapidement. Ouais, cette page, un instant, les amis. D'après les prédictions, d'après les probabilités, les analystes anticipent que à partir du 18 septembre, OK, il est fort probable à 86,5% que les taux directeurs baissent. OK, ça c'est une probabilité assez forte. Et on anticipe aussi qu'en novembre, on pourrait baisser davantage. Et vous voyez aussi en décembre que la Fed pourrait baisser davantage. OK, pour pouvoir restimuler l'économie en créant de la liquidité sur le marché. OK, donc c'est ça que les individus anticipent. OK, maintenant, comme je vous ai dit, récemment sur ma chaîne, c'est que les données statistiques démontrent que quand il y a une baisse ou il y a une prédiction de baisse des taux directeurs, au départ, ce n'est pas favorable à l'économie. Ça signale quelque chose de négatif. Ça signale, par exemple, qu'il y a une récession, que les entreprises sont en difficulté, que l'économie est en difficulté. Les individus comme vous, les lambda comme nous ne comprenons pas assez bien la macroéconomique, nous entrons dans une période de panique. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort de la liquidité sur le marché. OK? Donc, cette information, au départ, n'est pas positive. L'information qui est positive, c'est évidemment quand il y a une création d'emplois. Ça veut dire que quand on baisse les taux directeurs, immédiatement, les gens paniquent. OK? Ce qui corrige la tendance vers un signal positif, c'est quand les gens prennent avantage de cette baisse-là. Les gens ont accès au crédit. Les gens ont accès à la liquidité. Les entreprises commencent à recréer de l'emploi.
Et quand les entreprises commencent à employer davantage de personnes, le taux de chômage commence à baisser, ça signale quelque chose de positif et les gens commencent à rentrer davantage sur le marché. Il faut comprendre ces corrélations. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que les États-Unis envoient ces signaux que notre économie est en difficulté. OK? Qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs japonais, OK, qui misaient sur l'économie américaine parce qu'au niveau du Japon, les taux d'intérêt sont bas depuis presque 20 ans. Les taux d'intérêt, je vais vous montrer le chart des États-Unis, du Japon. Un instant, les gars, je vais le trouver. Si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Oui, je ferai un live pour qu'on puisse discuter ça. Parce qu'il faut comprendre tous ces éléments-là pour comprendre pourquoi les marchés fluctuent. OK? Et si vous comprenez ça, c'est juste ainsi. Si vous comprenez ça, c'est fini. Vous allez comprendre davantage le marché aussi facilement. OK? Je vais trouver ce chart-là rapidement. OK. Voici le graphique des états de taux directeur, de taux d'intérêt au Japon. OK? Qu'est-ce que vous constatez? OK? Regardez comment c'est bas depuis. Voici où se trouvent les taux. C'est bizarre, ça ne montre pas le pourcentage. Mais c'est que c'est moins de 2%. Désolé les gars, je n'ai pas le temps d'aller chercher encore. C'est presque moins de 2%. OK? Donc les gens, depuis quelle année? Depuis 96, ont accès à des taux d'intérêt très bas. OK? Si vous avez accès à des taux d'intérêt très bas, ça veut dire que vous avez accès à la liquidité. Vous pouvez aller dans une banque, vous prenez par exemple un prêt de 1000 $, où vous payez presque 0%. Ça veut dire qu'on vous donne 1000 $ gratuitement. Et quand vous voulez rembourser, vous remboursez les 1000 $. OK? Vous prenez 1000 $ ou 1000 €. Et maintenant, vous êtes un investisseur. Vous dites, bon, je ne veux pas consommer cet argent. J'aimerais investir. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez vers les États-Unis, où le taux directeur aux États-Unis, c'est 5,5%. Où il y a certains actifs, comme par exemple l'immobilier, qui donnent, vous investissez sur l'immobilier, vous prenez des risques sur l'immobilier, vous avez des retours de 7,5%. Donc, vous prenez les 1000 €, les 1000 $, vous investissez dans certains actifs, des ETF, les actions aux États-Unis, parce que vous voulez tirer profit du fait que vous avez accès à la liquidité. OK? Donc, vous investissez massivement aux États-Unis. Parce que c'est un marché favorable, parce que les taux sont élevés là-bas. Parce que si vous investissez 1000 $, vous recevez un 5% par exemple sur les 1000 $. OK? Donc, ça vous fait un 50 $. Donc, ça vous recevez un 50 $ comme ça. Donc, vous ne pouvez pas rester comme ça inactif. Il faut profiter de ces 50 $ là. Donc, les gens prennent l'argent au Japon, ils investissent dans un marché favorable comme les États-Unis ou le Canada, où les taux sont élevés. Maintenant, on envoie ce signal-là que, oh, les gars, subitement, nous aussi, on va commencer à baisser les taux directeurs. OK? Ça veut dire que les avantages qu'ils avaient sur ces taux-là vont commencer à se réduire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que plus le taux d'intérêt est bas dans un pays, ça a un impact sur sa valeur, sur la devise locale. Par exemple, c'est le yen japonais, OK? A commencé à se dévaluer parce que ça commence à subir une dévaluation. Parce que plus votre monnaie est accessible partout dans le monde facilement, ça subit une dévaluation. Donc, à un moment donné, les Japonais ont réalisé que, ben, les gars, le yen est en train de perdre beaucoup de valeur par rapport au dollar parce que le yen est facile à créer, OK? Et elle est disponible sur le marché international facilement. Ça perd de sa valeur, ça se dévalue. Les Japonais ont dit que non, on doit protéger notre monnaie. Ils ont alors décidé de commencer à augmenter leur taux directeur. Ils font l'opposé de ce que les États-Unis font pour protéger leur monnaie. Bon, quand ils augmentent leur taux directeur, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ceux qui avaient prêté à 0%, 1%, doivent maintenant doivent payer un premium un peu plus cher, doivent rembourser. Si vous avez prêté 1000 €, 1000 $, vous devez maintenant rembourser peut-être 1025 $ ou 1050 $. Et vous avez investi sur le marché international. Donc, ce qui se passe, c'est que les gars ont paniqué. Ils ont commencé à vendre massivement au niveau des États-Unis, ou même au marché local, OK? Pour sortir du marché, pour pouvoir s'assurer qu'ils peuvent d'abord rembourser la banque et pour éviter qu'il y ait un impact sur leur prix. C'est ce qui est en train de se passer. Ça a créé ce crash-là. Comme vous le voyez ici, je vais vous montrer le Nikkei rapidement. Le chart du Nikkei.
voyez ce qui s'est passé sur le marché, les gars. Le Nikkei, un instant, je dois trouver la page. Vous voyez, le Nikkei, ok, c'était quand le 9 juillet, était à 42 516 yens, ok. Maintenant, regardez où ça se trouve. Le Nikkei a perdu presque 30% de sa valeur, les gars, en moins d'un mois. 30% de sa valeur. Ça, c'est le bear market. Ça, c'est ce qu'on appelle le crash. OK? Ça, c'est la destruction au niveau du marché japonais. OK? À cause de ce que je viens de vous expliquer là. Ça, c'est un des éléments. OK? Et l'impact, c'est aussi ressenti aux États-Unis parce que les gens devaient vendre leurs actions aux États-Unis, les actifs aux États-Unis pour sortir du marché. Les gens ont vendu au Japon, les gens ont vendu en Chine, en Corée du Sud. Le marché mondial est en train de vivre une crise actuellement à cause de ces éléments-là. OK? Et quoi d'autre je peux expliquer ici? Un instant. Tangiblement, OK, substantiellement, l'impact sur les marchés en termes de valeur de dollars. OK? Regardez un peu ce tweet de Reda. OK? Nvidia a perdu 325 milliards de dollars en moins de 24 heures. Apple est dans 300 milliards de dollars. Google, 200 milliards de dollars. Amazon, 135 milliards de dollars. Ça, c'est un budget annuel de certains pays en Afrique. Microsoft, 125 milliards de dollars. Facebook, Meta, 80 milliards de dollars. Tesla, 60 milliards de dollars. Plus de 1000 milliards de dollars liquidés sur les marchés en moins de 24 heures, les gars. OK? C'est pour vous donner, vous expliquer un peu, est-ce qu'il y a there's more? Ouais, bon, c'est ça. OK? Il y a du sang sur le marché, les gars. OK? C'est un peu ça la réalité actuelle. C'est un peu ça la réalité actuelle. Beaucoup de personnes en souffrent. Certains perdent réellement. Bon, ça, ce sont les valeurs des pertes irréalisées. C'est quand vous sortez maintenant du marché que vous réalisez la perte. OK? C'est pour ça que si vous avez de la conviction sur certains actifs, par exemple, le groupe Salaya a franchi, personnellement, les gars, nous avons perdu beaucoup. Hein? Nous avons subi ces pertes-là aussi. OK? Tout le monde en souffre. Mais comme je vous le dis, l'objectif, ça veut dire quoi? Un objectif, c'est le futur, c'est une projection. Il faut vous projeter, il faut donner le temps pour arriver à cette projection-là. Donc, ça demande de la patience. Moi, personnellement, je ne panique pas. Mon équipe et moi, nous ne paniquons pas. Parce que nous savons où le marché ira dans 1, 2, 3 ans. Et nous avons le temps. Nous patientons. OK? Et j'espère que vous avez aussi ce mindset-là. Parce que quand je vois les échanges dans notre groupe WhatsApp, je vois beaucoup de panique, de peur. Je me demande, c'est normal d'avoir peur, les gars. Il n'y a pas que vous qui avez peur. Hein. Plusieurs personnes ont peur. En parlant de perte, alors on peut regarder un peu sur le Fear Grid Index, quel est le sentiment? Un instant. 31%, les gars. Nous sommes dans le fier. Les gens ont peur. Ça a même augmenté. Il y a quelques heures, c'était à 26%. OK? Et quand vous avez peur, il y a des personnes, par exemple, comme Warren Buffett. OK? Comme je vous l'ai dit, les gars, certaines personnes ont en quelque sorte la symétrie de l'information, comme des individus comme ces gens. OK? Warren Buffett, je vais partager l'écran. Warren Buffett. OK? Voici des gars qui ont des équipes, qui font des recherches, ils ont en quelque sorte l'avantage sur nous parce que ils ont des moyens pour le faire, ils ont des contacts, ils ont des relations que nous n'avons pas. OK? Ces gars savaient que ça devait crash. OK? Il a vendu 50% de ses Apple. Il attendait le discount. Il va acheter davantage des Apple. Quand il vend, ça ne veut pas dire qu'il sort complètement du marché. Ça veut dire que, en quelque sorte, il a ce qu'on appelle une bonne gestion des risques. Il y a une équipe qui travaille pour lui. Il y a une baisse. Il sait qu'il anticipe qu'il y aura une baisse. Il vend la moitié. Il attend qu'il y ait la baisse. Il achète double, il a plus de Apple. Ça ne veut pas dire qu'il quitte totalement le marché. Il fuit le marché, loin s'en faut. Donc, s'il rentre sur le marché, ça veut dire que les perspectives de long terme sont positives. Okay? Donc, il faut voir comme ça en investissement. Si vous êtes dans le long terme, pas de panique. Mais si vous êtes des traders, vous êtes en train de vous faire niquer avec beaucoup de passion. Et c'est à vous de gérer vos risques. OK? Donc, ça, c'est un des éléments que je voulais partager. Quoi d'autre je peux partager ici? Bon, maintenant, il faut tout comprendre l'aspect géopolitique. OK? On anticipe, par exemple, une réaction de l'Iran par rapport à ce qui s'est passé avec le chef du Hamas assassiné en Iran. Et l'Iran a promis qu'ils vont réagir. OK? L'Iran l'a promis avec beaucoup de passion. Et
Il y a certains pays qui, la dernière fois quand l'Iran a attaqué, par exemple, Israël, qui ont, par exemple, intercepté certains missiles, certains drones qui planaient au-dessus d'Israël. Par exemple, avec ces tweets, quand vous voyez par exemple ces tweets d'Égypte qui dit qu'ils ne vont plus protéger, hein, ils ne vont pas défendre une attaque de l'Iran contre Israël. Et aussi, vous entendez par exemple que les Américains ont envoyé davantage de ressources au niveau du Moyen-Orient pour protéger Israël. Vous entendez par exemple des interventions, par exemple, de Erdogan, le président turc, qui dit par exemple qu'ils anticipent aussi, si possible, hein, ancrer en Israël pour protéger les Palestiniens. Ça n'apporte pas, c'est un sentiment négatif par rapport à la géopolitique. Et il y a maintenant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les gars, c'est comme s'il y a une troisième guerre mondiale en gestation. Et tous ces éléments avec la macroéconomie que je viens d'expliquer, la géopolitique, le monde est vraiment instable, les gars. Il y a de quoi paniquer. Il y a de quoi avoir peur, les gars. Et quand des personnes ont peur, qu'est-ce qu'elles font? Elles se réfugient dans ce qu'elles pensent est nécessaire. Par exemple, la survie, avoir le cash pour pouvoir, en cas de besoin, acheter le nécessaire pour tenir, passer cette crise-là. OK? C'est ce qui, en quelque sorte, explique toute cette panique-là. OK? Je suis à plus de 27 minutes. J'aime pas quand mes vidéos sont longues. Je pense que j'ai couvert l'essentiel. Si vous avez davantage de questions, je vais faire un live. Si vous voulez un live, les gars, laissez les commentaires pour le live. Je ferai un live pour agresser directement vos questions, OK? Que ce soit les questions macroéconomiques, géopolitiques, les fondamentaux et autres. OK, je pourrais le faire. Mais je pense que j'ai agressé la raison pour laquelle le marché est en train de baisser. Et quelles sont les perspectives? Les gars, comme je vous le dis, le taux directeur va baisser. En termes de perspectives, en termes de futur, voici ce que je vois. OK? Je peux me tromper. Et si je me trompe, ça n'affecte que moi. Ce que je dis ne concerne que moi. Vous faites ce que vous voulez. OK? Ce que j'anticipe, c'est que les États-Unis vont commencer à imprimer massivement pour pouvoir redynamiser leur économie. OK? Ils doivent le faire. Les taux directeurs vont commencer à baisser. Ça va donner une facilité d'accès au crédit aux entreprises, aux individus, et ça va accélérer la consommation. Et une partie de cet argent, de cette liquidité ira vers les investissements aussi, vers les investissements sur les crypto-monnaies. C'est ce que j'anticipe. OK? Donc, le bourron stratosphérique est en gestation. OK? Il fallait un truc comme ça pour stimuler les États à créer de la valeur, à créer de la liquidité. En période de récession, il y a le stimulus. Il fallait le stimulus pour lancer l'économie. Donc, en quelque sorte, ce qui se passe là, c'est une très bonne nouvelle. OK? Et si vous avez davantage de liquidité, sur le monde en crise, s'il y a des positions que vous n'avez pas pu faire il y a longtemps, Ethereum se vend à quoi? 2000 quelque chose de dollars, les gars. Ethereum se vend à 5000, 10 000 dollars. Les opportunités sont immenses. OK? Donc, ce qu'on va partager avec vous, les gars. Et encore, merci de me suivre et bonne soirée à vous.